Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne For Architecture. Aujourd'hui, on va savoir les secrets du passé, par faire une ouverture sur l'architecture grecque. Quand les gens parlent de l'architecture grecque, ils pensent généralement à l'architecture publique, qui compose les temples, les théâtres, les marchés, les gymnases et la structure commémorative, et étant donné la tendance des Grecs à faire la guerre fortification. La Grèce antique est le terme donné à la civilisation qui a débuté vers 700 avant Jésus-Christ. En Grèce, et dans ses colonies et a connu son apogée au 7e siècle avant notre ère. Dans le domaine de l'art, en politique, en littérature, en philosophie et en sciences. L'héritage de la Grèce antique influence encore notre monde. La civilisation grecque a presque tout inventé. À commencer par la démocratie, c'est pourtant au rythme des guerres que vivaient les cités grecques. Malgré leur division, les Grecs étaient unis par une culture, une religion, une langue commune. La culture grecque se répandra en Asie avec les conquêtes d'Alexandre le Grand, puis en Europe au temps de la domination romaine. La Grèce antique, une civilisation fleurie durant l'Antiquité en Grèce et dans une partie du bassin méditerranéen, et se divise en plusieurs périodes, depuis l'âge du bronze jusqu'au l'âge hellénistique. L'art grec, et plus particulièrement la statuaire, est né dans les Cyclades à l'âge du bronze ancien au 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'archipel des Cyclades se trouve au cœur de la mer Égée, entre la Grèce continentale à l'ouest et l'Asie mineure à l'est. Il est limité au sud par la Crète et il est constitué d'une quinzaine d'îles principales disposées en un cercle approximatif. D'où son nom, Kuklos en grec signifie cercle. Autour de l'île sacrée de Délos, qui a vu naître les jumeaux défunts Apollon et Artémis. L'occupation humaine permanente y a été fort tardive. On peut la faire remonter au 7e millénaire avant notre ère. C'est dans ce contexte insulaire que s'est développée une civilisation originale, la civilisation cycladique, une appellation que l'on peut attribuer à Christos Tsonta, un archéologue grec de la fin du 19e siècle. Le premier à en avoir reconnu la spécificité. Cette expression n'est d'ailleurs pas des plus pertinentes. En effet, à l'âge du bronze ancien, il n'y a pas de cité importante dans les Cyclades. Il n'y a pas de grand édifice public révélateur d'une organisation politique et sociale élaborée. L'écriture est inconnue. On n'y trouve aucune des caractéristiques de ce que la notion de civilisation implique ordinairement. Il serait plus judicieux de parler de culture cycladique plutôt que de civilisation. Si l'on se réfère à la définition que donne du terme de culture l'archéologue pionnier Gordon Schild, un ensemble récurrent de production humaine. Car c'est bien de production humaine qu'il s'agit ici, entre autres, des certaines de figurines de marbre sculptées par des hommes dont nous ne savons que peu de choses, pendant une longue période qui couvre à peu près le 3e millénaire avant Jésus-Christ. La civilisation ménoïenne. Les peuples ménoïens représentent des paysans s'installent en Crète. La Crète est une île de la mer Méditerranée. Ces paysans ont lentement leur mode de vie débouche sur la première grande civilisation d'Europe. Les Ménoïens
doivent leur nom au roi Minos, qui pense-t-on a régné sur l'île. Cette civilisation représente la première puissance maritime de la Méditerranée et une première urbanisation d'une civilisation complexe. Cette civilisation a connu les premières constructions des palais, celui de Cronos qui représente la plus grande des palais, le Phaétos et Maléa. La plupart des Minoens sont des paysans qui élèvent les animaux, cultivent et pêchent. D'autres commercent sur place ou voyageant avec leurs navires pour échanger ou vendre des marchandises. Les impôts. Comme à Sumer, en Égypte et dans la vallée de l'Indus, les paysans doivent donner une partie de leur récolte et de leur production au palais. L'écriture. La civilisation minoenne connut une invention de l'écriture qui est dite linéaire A. Dès que les Minoens se mettent à entreposer des derniers et à commercer, il leur devient nécessaire de noter les transactions. Ils utilisent pour commercer des pictogrammes. Puis il invente vers 1650 ans avant Jésus-Christ une forme d'écriture dite linéaire A, que personne n'a jamais pu déchiffrer. Les trois périodes de la civilisation minoenne. On va commencer par la première période, la proto-palatiale, vers 2200 jusqu'à 1650. La période de nouveautés techniques, politiques, économiques et religieuses. La construction des premiers palais, Knossos, Phaistro et Maléa. Cette période a connu l'invention de l'écriture hiéroglyphique et l'écriture qui s'appelle linéaire A. Vers 1700, une catastrophe naturelle était survenue, qui cause une destruction des palais. Le palais de Knossos est le cœur de la civilisation minoenne et selon la tradition, le siège de légendaire roi Minos. Il a été bâti sur la colline de Kvala, au milieu des oliviers, des vignes et des cyprès, à 5 km au sud-est d'Héraklion. Tout près coule la rivière Kairatos, aujourd'hui Katsamba. L'entrée sur le site. Lorsque vous entrez sur le site, vous passez devant le buste de l'archéologue qui a tant travaillé à Knossos, le Sir Arthur Evans. Et derrière trois grandes fosses, probablement des anciens silos à grains. L'entrée du palais se trouve dans la cour ouest. Le numéro 1, c'est l'entrée ouest, qui devait être une place du marché ou un lieu de rassemblement de la population. Et l'entrée ouest mène au couloir des processions, numéro 2. Vous verrez ici une copie de la fresque de la procession, représentant des jeunes minoens portant des vases rituels, et trouvé dans cette zone du propylée sud, numéro 3, un porte monumental avec les deux cornes du taureau, appelé cornes de la consécration. Les cornes sont un symbole de la religion minoenne et sont donc rencontrées dans de nombreux endroits du palais. De là, deux escaliers mènent à la cour centrale, ou au piano nobile, l'étage noble des palais Renaissance, où se déroulaient les réceptions de la haute. Vous profiterez de belles vues sur une grande partie du site. De la cour centrale, vous verrez la salle du trône,
vous pouvez l'observer dans le plan numéro 7. À l'intérieur du vestibule de la salle du trône, vous verrez une réplique en bois du trône, tandis qu'un escalier mène à des salles de cérémonie. Dans la salle du trône elle-même, vous verrez la réplique du trône en albâtre du roi Minos, qui selon Arthur Evans serait le plus ancien trône connu au monde. Et tout autour, une fresque restaurée représentant plusieurs griffons. Autre symbole sacré des Minoïens, il y a des bancs de gypse sur les 3 côtés de la pièce avec un bassin lustral utilisé pour la purification cérémoniale en face du trône. Observez le plan. Le grand escalier numéro 11 mène aux salles royales. La majeure partie des appartements royaux n'est pas accessible, mais vous pourrez apercevoir la chambre du roi, dite Mégaron, dans la salle des doubles H, numéro 12 dans le plan, une spacieuse salle double dans laquelle Evans suggérait que le souverain dormait et donnait certaines audiences. Un passage conduit de la salle des doubles H au Mégaron de la reine, avec sa magnifique fresque de dauphin. Le cabinet de toilette, doté d'une baignoire en terre cuite et de latrines à chasse d'eau. L'eau étant versée à la main, atteste l'existence d'un système sophistiqué d'évacuation des eaux. Plus au nord, il y a les entrepôts royaux, numéro 19 et 21 dans le plan, et le couloir du jeu d'échecs, numéro 20, car on y a trouvé ici un jeu qui rassemblait fortement au échec et qui est désormais présenté au musée d'Héraclion. Dans le sol, vous remarquerez les tuyaux en terre cuite de l'aqueduc du palais. Près de l'entrée nord, arrêtez-vous pour admirer la fresque du taureau qui charge puis découvrez le premier bâtiment que les archéologues ont vu à leur arrivée. Le bureau de douane octroie, car c'est là qu'arrivait la route menant aux 2 ports, Katsamba et Amnésos, qui desservaient Knossos, le bassin lustral qui servait selon Evans aux ablutions rituelles présidant les cérémonies religieuses et l'ère théâtrale qui présente une série de gradins dont la fonction reste inconnue. Du théâtre commence la voie royale, numéro 26, surnommée la plus ancienne route d'Europe, et menant au port de la ville, tandis qu'au sud des entrepôts il y avait plusieurs ateliers, numéro 16 et 17 dans le plan. La structure du palais. Le palais de Knossos est le plus grand du palais. Il couvre une superficie de 20 000 mètres carrés et le plus spectaculaire de tous les centres palatiaux des Minoïens. L'ancien palais a été construit vers 2000 avant Jésus-Christ, mais il a été complètement détruit par un tremblement de terre en 1700 avant Jésus-Christ. Le nouveau, c'est-à-dire la seconde palais, de plan plus complexe, ressemblant fortement à un labyrinthe, a été construit immédiatement après, au milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ. Les Achéens de Contine, grecs, ont conquis l'île de Crète et se sont installés au palais de Knossos. Ils ont utilisé la langue grecque comme l'indiquent les tablettes d'argile qui nous ont laissées. Écrite dans le script belléniaire, le palais fut à nouveau détruit par le feu au milieu du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Et Knossos cessa de fonctionner comme centre palatial. La disposition originale du palais ne peut plus être vue à cause des modifications ultérieures qu'a subi ce dernier.
Il y avait environ 1300 chambres reliées entre elles par des couloirs de tailles différentes. Le palais avait 4 rails disposés autour d'une cour centrale, chacune avec sa propre entrée. Le palais a été conçu de manière à tirer le meilleur parti de l'éclairage naturel pendant les longues journées d'été. Les salles ont été construites autour de cours afin d'offrir au maximum de fenêtres. Les colonnes rouges. Le palais se distingue par ses colonnes rouges, alors que la plupart des colonnes grecques sont plus petites en haut et plus larges en bas. Les colonnes minoïennes sont dites renversées, car elles ont une base plus petite et un sommet plus large. Ce sont des colonnes en pierre de couleur rouge, qui sont plantées dans le sol et surmontées du chapiteau typique crétois. Sal y limón, sal y limón.